Bonsoir Sergi. Alors, je me présente, je m'appelle Yacine Medjahed, je suis co-chef de file de la France Insoumise à Cergy et j'ai le plaisir d'animer ce soir cette belle soirée. Alors, je voulais d'abord commencer à remercier les militants, les bénévoles pour la préparation de cette soirée. Je voulais aussi vous dire que ça fait plaisir de voir une salle pleine et rassemblée pour les motifs qu'on va vous exposer tout à l'heure. Donc, merci à tous d'être présents et particulièrement en ces temps, on va dire, un peu troubles. Bon, à Cergy, contrairement à ce qu'il peut y avoir dans d'autres villes du département, on est dans une terre bien à gauche. Voilà. Et je dirais même plus, une terre bien insoumise. Pour preuve, Jean-Luc Mélenchon a fait ici près de 50% des voix aux dernières présidentielles. C'est énorme. Un votant sur deux. Et ensuite, aux européennes 2024, la France Insoumise, à travers la liste menée par Manon Aubry, a fini première, et première dans 31 bureaux de vote sur 34, c'est du jamais vu. Et ensuite, on a eu l'honneur de la réélection de notre député Aurélien Taché, facilement. Alors pourquoi la France Insoumise, ça marche? Pourquoi finalement, moi, qui suis quelqu'un de lambda, pourquoi je m'engage avec la France Insoumise? Je vais vous dire, la recette, elle est très simple. C'est parce que c'est un mouvement politique qui a une vraie colonne vertébrale, avec un programme béton, avec une ardeur au travail. Franchement, je vous l'assure, pour voir dorénavant beaucoup de politique, etc. à la télé, c'est un mouvement qui travaille énormément. Et enfin, aussi et surtout, c'est un mouvement qui ne tremble pas, qui ne bégaye pas, qui dit les termes et qui, grosso modo, il est solide sur ses appuis. Voilà. Parce que quand il s'agit de prendre position, par exemple localement, contre la réduction des subventions pour des assos jeunesse, la France Insoumise, elle est là. Quand il s'agit de prendre sa part, de mener la lutte contre l'odieuse réforme des retraites à 64 ans, la France Insoumise, elle est là. Et quand il s'agit de s'engager contre le génocide à Gaza, la France Insoumise, elle est là. Voilà pourquoi c'est important que vous soyez présents ce soir, et ça n'est certainement pas anodin. Donc je vous remercie, et parce que finalement, en fait, on s'engage tous, à certains niveaux, c'est vrai, mais on s'engage tous. On s'engage tous à des niveaux différents pour la lutte pour le bien commun, contre le racisme, le fascisme, et pour la dignité de chacun. Donc ce soir, on a l'immense honneur d'accueillir Daisy Yaïch, conseillère municipale de Cergy. C'est notre élu 4-4, elle est là sur le terrain tout le temps. On a également Gabriel Catala, député du Val d'Oise, aussi élu terrain, ancien secrétaire général de la France Insoumise à l'Assemblée. On a Aurélien Taché, notre député, très engagé sur les questions de francophonie. Et on a notre coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard. Alors, je vais accueillir Daisy. Vas-y, viens parmi nous. Daisy. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ce soir. Alors, je suis vraiment heureuse de prendre la parole aux côtés de Gabriel Catala, qui est député du Val d'Oise, et d'Aurélien Taché, notre député,
qui active tous les leviers qui sont les siens pour aller défendre les intérêts de notre circo. Merci à toi, Aurélien. Vous savez, l'année dernière, ici, on a accueilli dans la grande famille insoumise celui qu'on appelle Tonton Méluche. C'était vraiment un moment extraordinaire. Et cette année, on a l'honneur et la fierté d'accueillir le grand frère de la famille insoumise, Manuel Bompard, merci d'être présent. Bienvenue à Cergy. Alors, je vois que dans la salle, il y a certains qui ont mis des t-shirts de Marseille, de l'OM. Bon, ici, on est plutôt parisiens. Voilà. Je veux aussi saluer avec beaucoup de respect et d'émotion la présence d'Annie Ernaux ce soir. Annie Ernaux, prix Nobel, cergissoise, femme d'engagement. Annie, au-delà de vos livres, vos prises de position sont pour beaucoup d'entre nous un phare dans cette obscurité. Alors merci encore d'être avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux aussi en profiter pour remercier l'équipe de Cergy Insoumise qui s'agrandit chaque semaine, qui est présent en porte-à-porte, en collage, au marché, à la rencontre des habitants. Vous êtes toujours constants, vous êtes les artisans d'une dynamique nouvelle, les artisans d'une nouvelle Cergy. On lâche rien et on continue. Alors ce soir, on est réunis pour évoquer un tournant, un changement de cap à tous les échelons, de l'échelon municipal à l'échelon national. On est là pour parler de la 6e République, une République où le pouvoir n'est plus confisqué et entre les mains de quelques-uns, d'ailleurs toujours les mêmes, coupé du réel et épargné par les décisions qu'ils imposent au reste de la population. On le sait, ceux qui dirigent aujourd'hui, que ce soit au niveau local ou au niveau national, ne vivent pas les mêmes réalités que nous. Ils ne prennent pas le RER A ou la 15 le matin. Ils ne galèrent pas, ils n'attendent pas des mois et des mois pour avoir un rendez-vous médical. Ils ne mettent pas leurs enfants dans les mêmes écoles que nous. Et ils ne sont pas impactés par la mort du service public. Nous, ce qu'on défend, c'est une République où la parole des habitants et des partenaires compte vraiment. Une République qui fait place à la clarté, à l'écoute et à l'action collective. La 5e République, ça y est, elle est has-been, elle a fait son temps. Elle ne répond plus aux enjeux actuels sur la représentation, sur l'écoute des citoyens et sur l'équilibre des pouvoirs. On l'a vu aux dernières élections législatives où le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Et je crois qu'il faut absolument se rappeler de ce qu'on a réussi à faire avec ce nouvel espoir pour la France. On a démontré qu'une autre France est possible. Une France belle, une France créolisée, à l'image de la salle ce soir. Mais Macron a décidé autrement. C'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle République et je crois que mes collègues députés en parleront bien mieux que moi. Moi, ce soir, je vais m'attarder à l'échelon local. Parce que ce sont vraiment les réalités locales qui doivent nourrir les politiques nationales. Cette continuité, elle est indispensable et c'est pour ça qu'on doit être partout, à tous les échelons. Dans les villes, les départements, les régions, à l'Assemblée et demain au gouvernement. Cet esprit de la 6e République, on va l'incarner ici à Cergy parce que Cergy, c'est une ville extraordinaire. Comme j'aime à le dire, Cergy, c'est la vie. C'est jeune, c'est multiple, c'est vivant. C'est une ville avec une histoire d'engagement populaire forte. C'est une ville où tout est encore possible. Cergy, c'est Annie Ernaux qui décide d'y vivre et de nous raconter notre belle Cergy. C'est Youssouf qui fait tourner ses restaurants et Muriel qui fait vivre son assaut avec 3 bouts de ficelle mais avec beaucoup de cœur. C'est Pali qui gère son garage avec rigueur et c'est Fabienne qui y enseigne avec passion. Cergy, c'est l'Oise qui nous berce. Et c'est Idriss qui fait tourner le 3e plus gros club de foot de France. C'est ici, à Cergy, que Rachida a transmis l'art de cultiver la terre à ses enfants, Ahmed et Fatia, dans les jardins partagés du Ponceau. Ici, Leslie organise tous les week-ends des maraudes. Et Justine, une nouvelle habitante, s'engage pour le planning familial. Cergy, c'est une ville où 50% des habitants ont moins de 30 ans, comme Alicia, qui y étudie et qui y côtoie Claude et Françoise, qui ont décidé d'y passer leurs vieux jours. Une ville où des entreprises du CAC 40 sont présentes et où Lissandro, venu de son Brésil, a décidé la fonction publique pour agir. Cergy, c'est Anne-Louise, qui va à l'église les dimanches et Issa, à la mosquée le vendredi,
et qui ont décidé d'élever leur fille Nora, ici, dans notre belle ville. Une ville de spiritualité, 140 nationalités et autant d'histoires plurielles. C'est une ville où Roua, Nadia, Hossam et Florence s'engagent pour la paix, pour la Palestine, et qui dénoncent toutes les semaines le génocide à Gaza. Finalement, Cergy, c'est chaque coin de rue qui devient un lieu de vie, de culture et de mémoire. Mais Cergy, c'est aussi une ville qui résiste et qui lutte. C'est Annie qui se bat contre un projet immobilier qui menace les bords de l'Oise. Et Ismaël qui garde son manteau à l'école parce qu'il fait trop froid. C'est une ville où Dylan et ses coéquipiers s'entraînent dans des gymnases délabrés et où Yael et Haïlé et ses potes sont consignés à résidence parce que le soir, il n'y a plus de RER pour les ramener d'une soirée parisienne. C'est une ville où Aïcha, présidente de Copro, se bat pour améliorer son cadre de vie et où Cyril, chauffeur de bus, a tenu 3 mois de grève pour défendre le service public contre des actionnaires et des élus sans visage. C'est une ville où Karine est obligée de monter un collectif de locataires pour exiger un logement digne, où Inès, parent d'élèves, combat les décisions prises sans concertation. Une ville où Jacqueline milite pour que toutes les filles aient leur place partout et tout le temps dans le sport. Et une ville où Maximo, Gisèle et Bébert se battent pour que leur subvention jeunesse ne soit pas coupée sans explication et sans réel motif. Alors, merci à tous les engagés de Cergy, parce que chaque jour, chacun à votre place, vous faites vivre notre ville. Vous la défendez, vous la réparez et vous la portez. Merci. Alors tout ça, bien sûr, tout ça s'inscrit dans un contexte national très, très inquiétant. Un contexte où des ministres appellent à abattre le voile. Abat le voile. Stigmatisation, assumée, directe et violence. Un contexte où ici, le préfet du Val d'Oise se permet d'envoyer des courriers au club pour les menacer de retirer leur agrément parce que des femmes portent un foulard. On en est là. Et ici, dans le 95, ils sont nombreux à relayer ces idées. 95 élus du 95 ont signé le soutien à Rotaillot. La présidente du conseil départemental, nos conseillers départementaux, des élus de Cergy. Ils partagent ces idées nauséabondes en plein cœur de notre ville. Et je vais vous dire, l'été dernier, alors moi je me croyais préservée ici à Cergy, on se croit dans le petit village gaulois. L'année dernière, à Cergy, on a vu pour la première fois des affiches du Rassemblement national collées au cœur de notre ville. Alors ça y est, on ne peut plus faire semblant. Le danger, il est là, il est réel, il est palpable, le ver est dans le fruit. C'est grave. Et ça nous oblige tous. Parce que pendant ce temps, on a des amis, des sœurs, qui décident de quitter Cergy, de quitter la France. Pas pour des opportunités économiques, non, à cause de ce climat islamophobe qui existe, et ça, c'est réel. Alors, on va se le dire franchement. Si on n'est pas autour de la table, on est au menu. Et je crois qu'il est temps de dire stop, et ça commence ici, à l'échelon municipal. Et vous savez quoi, ça tombe bien. Parce qu'on a les moyens d'y arriver. Parce que nous sommes la première force politique de cette ville. Parce que il s'agit de résister. Résister par les idées, par l'action, par l'exemple. Et qui mieux que nous pour le faire? Parce que nous, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Parce qu'au final, qui peut prétendre faire de la politique sans prendre position? Et on attend encore certains de nos élus sur certains sujets d'actualité. On ne les entend pas. Ce n'est pas avec des gobelets qu'on va éteindre les incendies. Ça y est, je crois qu'on n'a plus le luxe d'être mesuré. On a besoin de clarté, de courage et de résistance. Entre nous, ce n'est pas les représentants du Parti socialiste et leur ventre mou, ceux qu'on a ici à Cergy depuis 35 ans, qui pourront nous protéger. On le sait, ce n'est pas eux. Parce qu'en face, la droite et l'extrême droite, eux, ils sont organisés. Ils sont aux portes du pouvoir. Et eux, ils ont un projet clair, défini. Et nous sommes les seuls à pouvoir les contrer, projet contre projet. Cergy a tout pour être une ville exemplaire. Mais Cergy mérite une politique ambitieuse, innovante et inclusive. On a besoin d'un nouveau souffle pour une ville digne.
Une ville qui prend soin de ses habitants, de leur santé, de leur pouvoir d'achat, de leur environnement et de leur dignité. Cergy, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je la porte dans mon cœur. Mon histoire, mon engagement. Alors je vous le dis ce soir, parce qu'on est entre amis, on est entre nous. Je suis prête à prendre mes responsabilités. Pas seule. Pas seule. Pas seule. Avec une équipe solide, compétente. Une équipe à l'image de cette ville, cosmopolite, engagée, à l'écoute. Une équipe qui assume ses choix et son programme de rupture, qui veut réconcilier les habitants avec l'action politique. Une équipe qui croit en une Cergy meilleure. Et pour ça, vous savez quoi? Il y a des choses simples à faire que chacun d'entre vous peut faire. Chacun doit prendre sa part. Vérifiez votre statut électoral. Parce qu'à Cergy, 3000 personnes, 10% du corps électoral a été radié. Donc vérifiez, inscrivez-vous, faites pareil pour vos voisins, votre famille. Parlez de notre projet à 3 personnes de votre entourage, qui en parleront à 3 personnes de leur entourage, et ainsi de suite. Rejoignez-nous! Rejoignez-nous, engagez-vous. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes convaincus et vous savez qu'il y a danger. Il y a urgence. Allez voir Mehdi, il vous expliquera un petit peu comment, en fonction des disponibilités des uns et des autres, on peut contribuer. On arrête de se dire qu'on ne peut rien changer et la politique, ce n'est pas pour nous. La politique, ce n'est pas un costume cravate à la télé, même si Manu le fait de façon brillante. Il ne met pas de cravate, lui, hein, mais il y va. Hein. La politique, c'est nous tous. La politique, c'est Annie, c'est Yacine, c'est Tonton Méluche, c'est Pali, c'est Manu, c'est Soundes. La politique, c'est nous tous. C'est toutes celles et tous ceux qui se battent pour que Cergy et notre pays restent dignes. Alors, Cergy mérite mieux et ensemble, nous allons le faire. Cergy mérite du courage et nous allons lui donner. Cergy mérite qu'on l'aime et nous allons la servir. Merci. 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 On va accueillir dorénavant Gabriel Catala. Un peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Ah ouais, merde. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre accueil chaleureux. Difficile de passer après Daisy. Je voudrais bien sûr remercier Aurélien qui nous accueille dans sa circonscription et Daisy pour son accueil. Vous toutes et tous qui êtes là ce soir et particulièrement les militants qui ont tout installé, le service d'ordre qui souvent ne peut même pas écouter les réunions publiques. Et je voudrais évidemment moi aussi saluer la présence de Madame Ernaud. Bravo Madame. Alors, vous le savez, notre République, elle se présente comme une démocratie. Mais en réalité, c'est une fine pellicule de démocratie sur un régime autoritaire qui permet la période préfasciste dans laquelle nous sommes actuellement. Cette République, elle proclame l'égalité en droit, mais ne met rien en place pour mettre fin aux inégalités réelles. En France, vous le savez, 378 ménages les plus riches ne payent que 2% d'impôts par rapport à leurs revenus totaux, alors que vous et moi, nous payons 20% d'impôts actuellement. Tout ça, ça nous conduit à une dérive, c'est qu'une personne parmi les 1% des Français les plus riches gagne en 6 jours ce qu'une personne parmi les 50 Français les plus pauvres gagne en 1 an. Cette situation elle nous emmène à une France où les 500 plus grandes fortunes ont doublé leur fortune sous Macron et où ça a progressé en 1 an en atteignant un record de plus de 1200 milliards d'euros pendant que 11 millions de personnes dans notre pays vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc l'économiste Gabriel Zucman a raison quand il parle de la France en disant que c'est un paradis fiscal pour milliardaires. Il n'y a donc pas d'égalité, pas non plus qu'il y a de peuple souverain, parce que tout nous prive de notre pouvoir en dehors des élections qui sont tous les 5 ans. Et même actuellement, alors que nous, députés, nous avons censuré le gouvernement, nous avons assisté à quoi? À un jeu de chaises musicales où les personnes censurées sont revenues, soit sur les mêmes postes, soit avec des postes différents. Et donc on arrive dans une situation où le gouvernement de M. Bayrou contient 11 ministres qui étaient déjà là
du gouvernement de M. Barnier. Donc évidemment, M. Barrot, M. Lecornu, Mme Dati, Mme Genevard, et bien sûr, M. Retailleau, c'est-à-dire un ministre qui n'a rien à faire là, mais qui se permet quand même d'instaurer un climat islamophobe sans précédent dans notre pays, qui se permet d'être également ministre de l'Extérieur, en plus du ministre de l'Intérieur, et donc de tendre nos relations avec un pays frère qu'on appelle l'Algérie, et qui se permet de dissoudre des associations comme Urgence Palestine et comme la Jeune Garde, grâce à la loi séparatisme de M. Darmanin, et donc d'étouffer les associations et les militants de notre pays. Notre République, elle nous dit que le peuple il est souverain, mais cette semaine, on va célébrer une date importante, c'est l'anniversaire, il y a 20 ans, du rejet du traité constitutionnel européen, qui a été rejeté par plus de la moitié des Français, mais qui est revenu par la petite porte du traité de Lisbonne ensuite, en violation totale du respect démocratique élémentaire, de respecter le résultat d'un référendum, et qui a toujours ses conséquences aujourd'hui, puisqu'il est la source d'une déviance vers le régime autoritaire dans lequel nous sommes. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, l'oligarchie était déjà aux mains des plus grands médias, puisque 71% des personnes qui étaient invitées dans les grands médias venaient pour prêcher le oui, alors qu'ensuite le peuple français l'a emporté en votant non massivement le 29 mai 2005. La Ve République, elle nous dit que c'est un régime parlementaire, elle nous dit qu'on vit dans un parlementarisme, mais elle est la seule constitution au monde à nous enfermer dans un domaine de la loi aussi minuscule et à nous faire croire que nous, députés, contrôlons le gouvernement, nous qui posons des questions orales auxquelles personne ne répond, nous qui posons des questions écrites auxquelles personne ne répond, nous qui créons des commissions d'enquête comme la magnifique commission d'enquête sur Betaram menée par mon collègue Paul Vannier. Et quand on interroge un ministre pendant 5h30 en lui posant les bonnes questions sur ses mensonges, sur ses manquements, nous sommes ensuite accusés de faire un procès politique et un procès d'intention et de ne pas faire notre travail. Cette Ve République a permis aussi que des ministres mentent devant des commissions d'enquête, non seulement M. Bayrou, mais avant Aurore Berger, qui a menti devant la commission d'enquête sur les crèches, où elle permet que des milliardaires d'extrême droite comme M. Stérin ne viennent même pas se présenter devant une commission d'enquête sans être inquiétés. Ensuite, cette République, elle nous dit que nous vivons dans une démocratie où nous décidons des grandes questions internationales et nationales. Mais regardez par exemple sur la guerre au Mali, un seul vote en 10 ans du Parlement français. Là aussi, c'est l'illustration d'une dérive. Elle nous dit ensuite que la fraternité est un principe central et un principe constitutionnel, mais elle ne nous protège pas contre les attaques répétées contre la sécurité sociale, contre les attaques répétées contre les plus précaires, notamment le RSA conditionné ou la volonté de faire disparaître l'AME. Et il faudra là aussi rester vigilant puisque le gouvernement prévoit 15 milliards d'austérité sur la Sécu pour 2026, en plus des 16 milliards qui étaient déjà prévus pour 2025. Et donc, à toutes les échelles, c'est le pouvoir personnel et autoritaire de quelques-uns, d'une oligarchie, qui prévaut. On a bien sûr M. Macron en tête, qui, là, a sa vertu pédagogique puisqu'il a utilisé tous les articles les plus autoritaires de la Ve République depuis son arrivée. Évidemment, ça a commencé par les ordonnances travail de Muriel Pénicaud en 2017 pour détruire les droits des travailleurs, puis ensuite le 49.3 et le vote bloqué sur la réforme des retraites qui était rejeté par 93% des actifs et qui avait mené aux plus grandes manifestations dans notre pays depuis 30 ans. 23 articles 49.3 en 2 ans sur tous les budgets, des décisions prises, pareil, souvenez-vous, c'était il y a à peine 5 ans, en Conseil de défense sur l'état d'urgence sanitaire et sur tout le Covid, pour éviter de rendre des gens responsables, pour éviter qu'ils soient responsables de leurs décisions et que tout reste secret. Et enfin, il a même osé évoquer à la presse, sous forme de fuite, le déclenchement de l'article 16, qui serait la pire dérive à laquelle nous puissions assister. Et enfin, évidemment, vous vous en souvenez tous, il a nié le résultat des élections législatives et il a inventé une pause démocratique pendant les Jeux olympiques. Alors, depuis 2017, ce bloc bourgeois se radicalise. Il est devenu ce que Pierre Cernat appelle l'extrême centre, dont le programme est l'effacement de la démocratie dans la pratique des institutions. L'extrême centre, vous le savez, c'est le cercle des gens raisonnables, c'est-à-dire c'est des experts très intelligents qui décident pour nous, parce que nous, le peuple, nous serions des ignorants qui ne pourraient pas décider par nous-mêmes. L'extrême centre, c'est la volonté aussi, et là, il faut être très vigilant, c'est la volonté de supprimer l'opposition politique en disant que le clivage gauche-droite n'existe plus,
qu'il n'y a pas d'alternative à part la modération, le calme et la bonne gestion. Et ce sont des hommes et des femmes qui ne comprennent pas ce qu'est la démocratie. Pour eux, la démocratie, le pouvoir populaire, le débat au Parlement, ce sont que des freins à la décision que ces personnes seraient les seules légitimes à pouvoir prendre. Et parce que le projet de nos adversaires est de priver le peuple et de tout faire pour reposer sur quelques individus, notre projet est de refonder en totalité la démocratie et donc de fonder une 6e République en rendant le pouvoir à toutes et tous. Parce que depuis la Grande Révolution, le peuple souverain, pour lui rendre son pouvoir, il faut passer par ce qu'on appelle une assemblée constituante qui est au cœur du programme insoumis. La première était l'Assemblée nationale proclamée en 1789 lors du serment du Jeu de Paume. La deuxième était celle de 1946 pour la 4e République. La 5e République, elle, est illégitime de bout en bout parce qu'elle n'a jamais utilisé le procédé d'une assemblée constituante, c'est-à-dire quelques experts ont écrit un texte que le peuple français a été invité à voter, et toutes les personnes qui auraient voté aujourd'hui pour cette 5e République en 1958 sont aujourd'hui décédées, d'où son caractère totalement dépassé et pourrissant actuellement. Et c'est l'Assemblée constituante qui est le seul moyen pour nous, le peuple souverain, de reprendre notre droit primaire à écrire nos propres droits fondamentaux et à décider comment doit s'organiser une société. Et c'est le moment où le peuple souverain renégocie, via ses représentants ou via des votes directs, les clauses de notre contrat social commun. Ce moment, c'est le moment où un autre monde redevient possible, où tout doit être de nouveau discuté, notamment la création de nouveaux droits proclamés et protégés par notre nouvelle Constitution, la restauration des libertés, nos libertés individuelles comme collectives, l'équilibre des pouvoirs pour empêcher la dérive monarchique et la dérive tyrannique, et rediscuter également du statut des représentants, du statut de nos élus qui doivent être, de nous, les députés aussi, qui doivent être au service du peuple. Et parce que nous sommes pacifistes, attachés aux procédures et à la légalité, nous proposons quelque chose de très simple pour changer de république, c'est-à-dire un référendum, comme l'avait fait le général de Gaulle. Donc quand on vous raconte que ce n'est pas possible de passer à la 6e République, c'est totalement possible. Et rappelons-le que toutes les constitutions ont été lancées illégalement aux yeux de leur ancien cadre juridique. Donc aujourd'hui, quand on nous dit que la 5e République et passer à une 6e République n'est pas possible, c'est parce que la 5e République ne permet même pas de changer de constitution au-delà de ce que nous avons prévu, c'est-à-dire passer par référendum. Cette 5e République, aujourd'hui, le passage à cette 6e République, c'est soutenu, il faut se le dire, par plus de la moitié des Français. Mais il ne faut pas tomber dans les pièges de ceux qui voudraient récupérer l'idée en nous proposant un schmilblick qui n'a aucun intérêt, c'est-à-dire une convention citoyenne sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, où en réalité, tout est aux mains d'Emmanuel Macron ou de son éventuel entourage, et où ce sont eux qui décident ce qu'ils retiennent à la fin, ou au nom de citoyens entièrement tirés au sort, ou au nom d'experts qui écriraient un texte dont nous serions ensuite comptables. Cette 6e République, elle permet de totalement changer la 5e et de repartir sur des bases saines, puisque l'histoire même de la 5e République est l'aboutissement de l'autoritarisme. Elle permet d'abord donc de rompre avec l'héritage de la 5e République, tous ses symboles, ses structures, sa culture autoritaire. On ne peut pas dire qu'on reconnaît qu'elle est autoritaire dès l'origine et ensuite ne changer que certains de ses aspects. Elle permet de repenser nos droits civiques au XXIe siècle, car il y a évidemment des droits inaliénables, ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, comme la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de circulation, la liberté de culte. Mais la définition révolutionnaire de la liberté est également toujours d'actualité, celle de 1793 qui nous dit « La liberté est le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui ». Et donc comme la société évolue, notre Constitution doit elle aussi évoluer et refléter ces évolutions. Et c'est là qu'on nous dit qu'une génération ne peut pas assujettir à ces lois les générations futures, et donc c'est à nous, la génération future, de nous autosaisir. Tout d'abord en consacrant le droit à l'IVG dans la Constitution et à la contraception. Ça a déjà été fait, mais la rédaction peut toujours être améliorée. On doit également constitutionnaliser la liberté de choisir son genre, c'est-à-dire accompagner des individus dans l'émancipation au-delà des carcans du patriarcat.
Et ce serait produire donc pour la première fois au monde une constitution féministe qui serait un exemple pour le monde entier. Et il faut se rappeler que toutes les précédentes constitutions ont été écrites par des hommes et le droit des femmes était d'ailleurs refusé jusqu'en 1944. Nous avons fêté les 80 ans de cette ordonnance récemment. Il n'y a pas de raison, sinon la peur donc, de partager son pouvoir et de mettre fin aux oppressions, de refuser le droit plein et entier à l'autonomie corporelle pour toutes et tous. Ensuite, nous devons évidemment, sur le plan environnemental, consacrer la règle verte et le droit à l'eau, c'est-à-dire c'est redonner à la France son rôle d'éclaireur, son rôle d'avant-garde sur le plan mondial et sur le plan environnemental. Et je voudrais revenir sur ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale, puisque c'est pour ça que nous sommes en retard, que nous sommes arrivés en retard avec Manuel. C'est que cet après-midi à l'Assemblée nationale a eu lieu un coup de force sans précédent, ce qu'on a appelé un 49-3 parlementaire. On a eu une alliance entre l'extrême droite, la droite et les macronistes qui ont voté une motion de rejet pour éviter un débat sur la réintroduction des néonicotinoïdes, vous savez, ces pesticides tueurs d'abeilles qui étaient interdits en France depuis 2018 et qui sont la source d'infinis cancers et maladies extrêmement graves, non seulement pour les agriculteurs eux-mêmes, qui sont les premières victimes de ces lois qui dérégulent le droit environnemental, mais aussi pour tout leur entourage, toutes les personnes qui vivent en milieu rural et toutes leurs familles. Et donc nous avions déposé sur ce texte plus de 1000 amendements pour l'obstruer, et pour éviter le débat, ils ont pour la première fois voté un rejet contre leur propre texte. Et c'est la première fois que ça arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que l'Assemblée s'est dessaisie de son propre pouvoir de débattre et de supprimer les dispositions les plus problématiques pour que ensuite, dans un huis clos pareil qui ne devrait plus exister dans le cadre du 6e République, une commission mixte paritaire, c'est-à-dire 8 députés et 8 sénateurs qui se réunissent pour faire un mix de la loi, se réunissent et en viennent à la version du Sénat, qui était la pire version qu'on pouvait avoir. Et ça, c'est aussi ce que permet la 5e République et ce qui ne devrait plus exister. Mais j'en reviens aux autres droits qu'elle devrait consacrer, le droit au logement et la protection des données numériques, surtout à l'heure où les GAFAM violent chaque jour notre vie privée. Et enfin, s'assurer de l'égalité entre tous les citoyens, c'est évidemment avoir une constitution et des lois qui permettent l'égalité totale avec nos concitoyens des Outre-mer, qui sont relégués, avec qui la France a une relation encore coloniale. En témoignent les décisions de Darmanin de mettre en place une prison en Guyane, dans la même commune où il y avait un bagne, et ça c'est une image des Outre-mer qui est celle de la relégation, et c'est une logique coloniale qui ne devrait plus exister. Et donc nous sommes pour l'égalité totale, et c'est pour ça qu'on doit aussi inscrire dans la Constitution le droit du sol pour toutes et tous. J'en reviens aux élus, et donc nous, entre guillemets, aussi les députés. Pour redonner le pouvoir au peuple, il faut se donner l'opportunité de sortir du système oligarchique et de l'image oligarchique que renvoient les élus. Il n'est pas acceptable au XXIe siècle, alors que notre niveau d'éducation est tel et que notre niveau d'information grâce aux outils numériques est tel, de ne pas pouvoir mettre fin au mandat de quelqu'un avant ces 5 ans réglementaires qui sont soit prévus dans la loi, soit prévus dans la Constitution. Aujourd'hui, l'élection est une onction qui intègre des individus dans une caste souvent de privilégiés, sans contrôle réel de leur travail, sans possibilité de les révoquer, sinon en attendant l'élection suivante. Et donc, pour restaurer la démocratie et redonner définitivement le pouvoir au peuple, il va falloir mettre en place un référendum révocatoire. On est les seuls à en parler, on l'avait proposé à l'Assemblée nationale, ça existe déjà dans de nombreux États des États-Unis, ça existe au Mexique, ça existe en Équateur et ça existe aussi en Suisse. Ensuite, puisque ça nous concerne ici pour les futures municipales, il faut mettre en place des assemblées locales pour faire vivre le communalisme et une vie politique en continu, avec aussi le pouvoir de révoquer les élus à l'échelle municipale, c'est-à-dire avoir au niveau local un pouvoir de décision et de choix politiques qui n'existent pas aujourd'hui et des espaces où tous les citoyens peuvent s'exprimer. Et enfin, il serait temps de consacrer ce référendum attendu surtout par les Gilets jaunes qui ont largement mis le sujet sur la table et qu'on doit aussi toujours saluer et remercier. Le RIC constituant, le RIC d'abrogation, le RIC révocatoire et le RIC législatif, c'est-à-dire mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, puisque non seulement la dernière fois que la France s'est prononcée par référendum en 2005, personne n'a suivi le résultat, mais aussi il serait temps que les citoyens puissent avoir une initiative de mettre en place des référendums
qui aujourd'hui est une illusion. On l'a vu sur les aéroports de Paris, notamment avec le référendum d'initiative partagée, où il était impossible d'atteindre le seuil de signature requis. Alors si la Sixième République veut rendre le pouvoir au souverain, elle doit lui rendre pleinement, c'est-à-dire inventer les moyens pour le peuple d'intervenir directement et en continu dans la fabrique de la loi, dans la délibération collective et dans le choix de ses mandataires. Et j'aimerais terminer par cette citation au hasard de Robespierre. La démocratie est un État où le peuple souverain, guidé par des lois qui sont son ouvrage, fait par lui-même tout ce qu'il peut bien faire et par des délégués tout ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Chers amis, nous ne vivrons jamais en démocratie sans cette confiance accordée à l'intelligence collective du peuple, accordée à notre intelligence collective. Alors vive la Sixième République, vive les peuples libres et vive la Palestine. Merci. Gabriel, pour ces mots. Merci beaucoup. Ah, pardon. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Aurélien Taché, qui Regarde. va nous parler des valeurs de la sixième, d'humanisme et de l'antiracisme. Ah, oui. J'avais oublié le micro, désolé. Test, micro. Merci beaucoup. Merci Yacine. Bonsoir à tous et encore une fois un immense plaisir de tous vous retrouver ici. Merci ma chère Annie d'être parmi nous ce soir. Merci Daisy, merci Manu, merci Gabriel d'être présents au Linand et merci à tous ceux qui ont rendu cette réunion possible. Alors ça fait 3 fois en 1 an qu'on se retrouve dans cette salle. La première fois, si certains d'entre vous étaient déjà là, peut-être que vous vous en rappelez, pour les élections européennes, on avait eu la chance d'accueillir Rima Hassan. Vous vous rappelez peut-être que c'était le jour où notre collègue Sébastien Delogu avait hissé fièrement et fortement le drapeau de la Palestine dans l'Assemblée nationale et il avait amené Rima ici après. On était avec Paul Vanière, Le Gall, plein de gens et ça avait été une très très belle soirée. Et quand je vois ce que fait Rima depuis au Parlement européen, quand je vois la manière dont elle fait trembler un certain nombre de personnes qui ont bien raison de trembler, eh ben je me dis qu'on a vraiment fait du bon boulot. Alors bien sûr, la lutte pour les droits et pour le peuple palestinien, elle est loin d'être terminée, je vais y revenir. Mais vraiment, quand je vois Rima Kéfier sur les épaules, dire aux complices et aux lâches qu'elle a souvent face à elle à Bruxelles que non, les Palestiniens ne disparaîtront pas, que non, leurs soutiens ne se tairont pas, que oui, la lumière reviendra à Gaza, je crois vraiment qu'on peut tous être très fiers d'elle. La seconde fois, c'était tout juste 1 mois plus tard. Il faut croire qu'Emmanuel Macron n'avait pas aimé qu'on envoie 8 eurodéputés de combat à côté de Rima au Parlement européen, qu'il avait peut-être pensé aussi que finalement l'union de la gauche s'était terminée, la NUPES s'était cassée. Certains qui réclament aujourd'hui l'unité avaient refusé à ce moment-là de la faire pour les élections européennes. En tout cas, il a dissous l'Assemblée nationale et on s'est retrouvés dans cette salle une nouvelle fois. Et avec Jean-Luc Mélenchon qui était venu soutenir notre campagne, ma chère Daisy. Alors je crois que ceux qui étaient là n'oublieront pas ce moment. Il y avait encore plus de monde que ce soir, bien sûr, quand Jean-Luc vient quelque part, c'est toujours comme ça. Il nous avait promis un discours 30aine de minutes. Et au final, dans une salle où il faisait très chaud, on a parlé pendant plus d'1 heure et quart de la révolution citoyenne. Et je dis bien « on » parce que j'ai jamais vu un meeting politique aussi interactif, des gens posaient autant de questions, une discussion aussi vive. À la fin, on avait l'impression d'être entre nous, alors qu'on était des centaines à évoquer ce sujet de la révolution citoyenne avec Jean-Luc Mélenchon. Donc c'était un moment très fort qui nous a donné beaucoup de force. D'ailleurs, ça s'est bien terminé, cette campagne Daisy, tu l'as rappelé tout à l'heure. Et quand la campagne pour la Sixième République a été lancée pour le mouvement, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on revienne ici. Et pour être totalement honnête, j'avais une petite idée derrière la tête. Et un soir, on siégeait à l'Assemblée, j'ai dit à Manu, mais dis-moi Manu, toi t'es jamais venu à Cergy. Et Gabrielle, elle vient de temps en temps, parce que c'est une collègue, une voisine valdoisienne, et on est toujours très très heureux de l'accueillir. Mais c'est pour ça, les amis, qu'on a l'immense honneur d'accueillir ce soir donc Gabriel Catala, Emmanuel Bompard à Cergy, et je voudrais que vous le fassiez un nouveau triomphe. Merci. C'est vraiment un grand plaisir pour Daisy et moi de vous accueillir ici ce soir tous les deux. Et un très beau cadeau que vous me faites, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, en plus, c'est mon anniversaire. Alors, il faut que vous sachiez qu'ici, on est... Merci. Merci beaucoup.
Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de le fêter. 41 ans, ça commence à faire beaucoup, mais enfin bon, merci. En tout cas, je suis très content d'être avec vous. Merci. Merci. Alors oui, je vous disais, il faut que vous sachiez, Manu, Gabriel, tous ceux qui ne le savent pas, mais vous en particulier, qu'ici, on est vraiment chez Daisy. Le quartier des Lies-Nantes, c'est chez elle. Elle y a grandi, fondé sa famille, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles cette salle nous porte tant bonheur. Daisy, au fond, c'est déjà un peu la mère des Lies-Nantes, et on veut que l'année prochaine, elle soit totalement la mère de Cergy. Alors avec Yacine... Avec Yacine, avec toute l'équipe de Cergy Insoumise, moi, plein d'autres, vous allez, je crois, nous revoir souvent dans les prochaines semaines, dans cette salle, dans toutes les salles de la ville, jusqu'à temps qu'on aille fêter la victoire à l'Hôtel de Ville l'année prochaine. Mon cher Lissandro, tu connais le chemin, tu nous montreras. Je salue Lissandro qui est avec nous. Mais ce soir, on est là pour parler de 6ème République. Alors Daisy vous a dit ce que cette 6ème République pouvait donner au niveau local. Gabriel vous a parlé du communalisme qu'on défendra, qu'on défend à la France Insoumise. Et on aura l'occasion de voir ça très concrètement l'année prochaine, c'est évident. Gabriel vous a parlé du fait que dans cette 6ème République, on aurait tous des droits nouveaux, que le peuple aurait plus la parole, qu'il aurait plus le pouvoir, et elle l'a fait avec beaucoup de talent. Encore merci Gabriel. Dans un instant, Manuel Bompard nous offrira le coup du spectacle. Il va nous dire comment on y arrive à cette 6ème République et pourquoi c'est extrêmement urgent. Et moi, j'aimerais vous parler un instant du fait qu'effectivement, cette 6ème République sera antiraciste, internationaliste et pacifiste. Cette 6ème République sera antiraciste d'abord, et vous voyez bien à quel point on en a besoin. Cette semaine, juste après son élection à la tête du Parti Les Républicains, Bruno Retailleau, on l'a dit, a lancé une nouvelle offensive islamophobe. En rendant public un rapport sur le soi-disant danger des frères musulmans pour la France, il a en effet ouvert une nouvelle boîte de Pandore. Alors d'abord, de quoi on parle? De quoi on parle? Ce rapport, moi je l'ai lu. On parle de 400 à 1000 personnes. 400 à 1000 personnes. Sur plus de 5 millions de Français musulmans. Quelle menace. Ça représente 7% des mosquées, quelques écoles, où souvent d'ailleurs les parents mettent leurs enfants parce qu'il y a une certaine rigueur, comme dans les écoles catholiques. Mais les écoles catholiques, c'est 2 millions d'élèves. Et jamais un contrôle, comme on l'a vu avec la commission d'enquête qu'a menée Paul Vanier sur la question de Bétharam, et sur lequel le Premier ministre n'a rien répondu. Donc non, moi je ne crois pas qu'il y ait une quelconque menace liée aux frères musulmans en France. Ce qui est une menace, en revanche, ça c'est une vraie menace, c'est le racisme d'État de Bruno Retailleau et la chasse aux musulmans qu'il va lancer sur la base de ce rapport. Et on en voit déjà les effets sur le terrain, ici, à Cergy. Daisy l'a rapidement évoqué, la semaine dernière, moi j'ai été saisi par l'un des plus gros clubs de sport de la ville, par son intermédiaire d'ailleurs. Le préfet leur avait écrit pour leur dire que 3 jeunes filles avaient été vues avec un voile à l'entraînement. Oui, oui, messieurs, dames. On n'a pas de profs pour faire les remplacements dans les écoles. On n'a pas de médecins à Cergy. On a des services publics qui se cassent la gueule, mais par contre, les services de l'État ont le temps d'aller inspecter comment nos gamins sont habillés sur le terrain de foot. Et avec menace de retrait, d'agrément du club, 1500 licenciés, 3 jeunes filles ont été vues avec un foulard, il faut tout arrêter, le foot doit s'arrêter à Cergy. Dans ce courrier, le préfet, effectivement, fait cette menace-là, donc je vais le voir, je lui dis, monsieur le préfet, vous savez, c'est pas tout à fait légal ce que vous avez écrit à ce club, et c'est pas ça la laïcité. En France, la laïcité, c'est les représentants de l'État qui doivent être neutres. On l'a étendu aux élèves dans les écoles. Mais dans la rue, sur le terrain de foot, même dans vos services, là, dans vos locaux, à la préfecture, quand les gens viennent déposer un dossier, les gens peuvent exprimer leur foi comme ils veulent et s'en prendre à une religion plus qu'à une autre. C'est l'exact contraire de la République. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, monsieur le préfet? Oui, mais monsieur le député, une des plus grandes menaces qui pèsent sur la République, c'est les frères musulmans. Et vous allez voir, il y a un rapport qui va sortir la semaine prochaine. Donc voilà, la boucle est bouclée. On voit comment ces gens s'organisent. On voit exactement ce qu'ils ont comme projet. Et on voit que ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait de faire avancer notre pays, avec le fait de respecter les valeurs républicaines, mais que ça a sans doute beaucoup à voir avec le fait que M. Retailleau veut devenir président de la République. M. Retailleau, ça fait des années qu'il cible les immigrés et tous les Français qui, selon lui, n'ont pas la bonne religion ou la couleur de peau. Monsieur Retailleau, c'est lui qui, en parlant de nos compatriotes de Mayotte, disait qu'ils étaient noirs et musulmans et donc pas vraiment français. Monsieur Retailleau, c'est lui qui nous a fait passer une loi à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines sur Mayotte pour restreindre le droit du sol, que j'ai eu l'honneur de combattre d'ailleurs au nom du groupe Insoumis. Donc, chers amis, il ne faut pas s'y tromper. Les odieuses lois qu'on a depuis un certain nombre d'années sur le séparatisme, sur la préférence nationale, sur ce qu'ils sont en train de faire à Mayotte,
Sur la sortie de ce rapport, tout ça, ça n'a un seul et unique but, préparer une France où tout le monde n'a pas les mêmes droits, où ce ne sont plus les racistes le problème, mais ceux qui les combattent, et où le fait de naître en France ne suffit plus à faire de vous un Français. M. Retailleau a d'ailleurs toujours défendu le droit du sang plutôt que le droit du sol, et s'est permis de crier « à bas le voile » dans un meeting organisé par un groupement proche d'Israël. Depuis 8 années maintenant que j'ai l'honneur d'être votre député, vous le savez, mon engagement contre le racisme n'a pas varié. La jeune chanteuse Ménel, la responsable syndicale Mariam Pouchtou, la polémique sur le hijab vendu par Decathlon, la circulaire de Jean-Michel Blanquer pour interdire aux mamans qui portent un voile de faire les sorties scolaires. À chaque fois, je me suis opposé de toutes mes forces à ces opérations de stigmatisation et je suis aujourd'hui très fier d'appartenir à un mouvement dont tous les députés mènent ce combat. Je parle bien sûr de la France Insoumise. La 6e République que nous voulons, elle inscrira le droit du sol dans sa Constitution et elle assurera à chaque Français les mêmes droits, quelle que soit leur couleur de peau ou leur religion. C'est ça, la nouvelle France. Une France où tout le monde peut être fier de ce qu'il est, de ce en quoi il croit, et oui, nous revendiquons la créolisation. Et c'est pour cela que notre 6e République sera aussi profondément internationaliste. Il est en effet temps, chers amis, de renouer avec ce qui a sans doute été un des plus grands idéaux de la gauche, et qu'à part à la France Insoumise, tout le monde a un peu oublié. Dans un monde où les plus puissants, je parle bien sûr des grandes entreprises multinationales, de leurs meilleurs alliés politiques, les États-Unis d'Amérique, surtout celle de M. Trump, ne voient la planète que comme un gâteau à se partager. Le gaz, l'uranium, les minerais, le pétrole. Nous, il faut qu'on propose un autre chemin. M. Trump a stoppé l'aide américaine au développement. Il fait la chasse aux scientifiques et réprime les étudiants. Alors oui, nous devons nous battre pour un monde où la coopération prime sur la prédation. C'est par l'échange et le travail commun entre les nations que nous pourrons relever les grands défis autour du partage de l'eau, des ressources, de la découverte de l'espace et qu'on lèguera une planète habitable à nos enfants. Et je proposerai, dans les semaines qui viennent, un rapport pour dire qu'on pourrait commencer par s'unir, nous, tous ceux qui partagent la langue française, tous les peuples qui partagent la langue française, autour de grands projets. Jean-Luc Mélenchon le dit souvent, le français n'appartient pas aux Français, mais à tous ceux qui le parlent. Et nous devons nous appuyer sur notre langue commune pour bâtir une diplomatie des causes communes. Je proposerai qu'on supprime les obligations de visa pour les artistes, les chercheurs, les chefs d'entreprise, les élus dans le monde francophone. Qu'on crée un programme Sangor sur le modèle du programme Erasmus pour que les étudiants maliens, algériens, français, sénégalais, québécois, marocains, tous ceux qui parlent le français, qu'on puisse beaucoup plus facilement échanger, coopérer et bâtir ensemble les grands projets de demain. Mais pour que tout ça arrive, il y a un préalable, il y a une condition. La paix. Aucun partage, aucune coopération dans un monde où la violence est partout. Et là aussi, la France et les Français ont un rôle important à jouer. D'abord, en refusant l'escalade guerrière dans laquelle Donald Trump veut nous entraîner, en particulier avec la Chine. Car vous verrez, maintenant qu'ils ont mis la main sur les minerais ukrainiens, qu'ils s'apprêtent à faire la même chose en République démocratique du Congo, c'est Taïwan qui va intéresser les Américains. Et, alors que nous payons déjà le prix de la guerre commerciale que Trump a déclenchée, nous devons, nous Français, refuser ce cycle de violence et discuter avec l'ensemble des pays, au nord comme au sud, et défendre une position qui ne soit alignée finalement sur les intérêts d'aucune grande puissance, mais seulement sur ceux du peuple français. Nous devons faire taire les canons à Kiev, mettre fin à la confrontation directe avec la Russie, oui, qui n'est dans l'intérêt de personne et surtout pas du peuple ukrainien. Nous devons aider nos amis congolais, aujourd'hui envahis par leurs voisins rwandais, et bien sûr, tout faire, je dis bien tout faire, pour stopper les crimes d'Israël. Vous le savez, Netanyahou prépare en ce moment même l'assaut final sur Gaza. Il a annoncé il y a quelques jours vouloir prendre le contrôle de la totalité du territoire et a ouvert un vaste camp de concentration, il n'y a pas d'autre mot, où tous les Palestiniens qui se rendront pour éviter d'être tués seront déportés. Écoles, hôpitaux, habitations, tout a été détruit à Gaza. Et Israël organise la famine et la destruction. Alors ça suffit les condamnations, ça suffit les belles paroles. Reconnaissance immédiate de l'État de Palestine. Embargo sur les armes, fin de l'accord d'association avec Israël et déferment immédiat de Netanyahou et de tous les criminels de guerre devant la Cour pénale internationale. La France a les moyens de le faire. Netanyahou a survolé le territoire français et nous l'avons laissé passer. Nous, Français, devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le droit international soit respecté, car aujourd'hui, en Palestine, c'est toute l'humanité qui est attaquée. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne serai pas plus long, mais notre 6e République sera profondément antiraciste, internationaliste, pacifiste. Et maintenant, faites un triomphe à Manuel Bompard. Merci.
Je ne savais pas si Yacine allait remonter pour me donner la parole. En tout cas, d'abord, je vous remercie évidemment pour la chaleur et la gentillesse de votre accueil. Et je salue les militantes et les militants de la France Insoumise de Cergy, sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. Et je crois que c'est important de les saluer parce que vous savez, vous voyez toujours, quand vous participez à ce type d'événement, de réunion publique, les personnes qui sont en face de vous sur la scène et qui prennent la parole. Mais si on peut se réunir aujourd'hui, si on peut avoir ces moments d'échange entre nous, si on peut avoir ces moments de rencontre, si on peut avoir ces moments de mobilisation commune, c'est d'abord parce que pendant plusieurs jours auparavant, vous avez des militantes, des militants qui sont venus à votre rencontre, qui vous ont informé du fait que cette réunion allait avoir lieu, qui ont préparé la salle pour qu'elle puisse avoir lieu. Et si la France Insoumise, elle peut aujourd'hui faire son action politique, c'est parce qu'elle a partout en France des dizaines de milliers de militantes et de militants qui ne comptent pas leurs heures, qui n'attendent rien en échange, qui se mobilisent pour essayer de faire advenir demain un monde meilleur, qui se mobilisent contre les mauvais coups du gouvernement et sans qui on ne pourrait pas faire tout ça. Et donc je veux vraiment les remercier pour leur implication et leur engagement. Ça a été dit tout à l'heure par Gabriel Catala qui a pris la parole avant moi. On s'excuse de notre retard, on vous a fait attendre quelques minutes, mais il se trouve qu'on était à l'Assemblée nationale et qu'allait avoir lieu ce vote sur cette fameuse motion de rejet. Je vais donner quelques éléments d'explication. Et on voulait vraiment pouvoir participer à ce vote avant de venir. Et donc on a eu quelques instants de retard et je vous prie de nous en excuser. Mais ce moment-là, à l'Assemblée nationale, était important puisque devait commencer aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi qui, initialement, est venue du Sénat, d'un sénateur des Républicains qui s'appelle Duplon, comme son nom l'indique, et qui a mis sur la table une proposition de loi visant notamment à faciliter l'usage et la réintroduction en France de certains pesticides qui ont été interdits dans les années précédentes pour notamment protéger la santé des Françaises et des Français. Et ce travail, ils le font au nom, soi-disant, d'une volonté de lever un certain nombre d'entraves, c'est le titre de cette proposition de loi, au métier des agricultrices et des agriculteurs. Et ils essayent par là même de se faire passer en quelque sorte pour les meilleurs défenseurs du métier des agricultrices et des agriculteurs, comme si les agricultrices et les agriculteurs aujourd'hui, leur problème c'était l'utilisation des pesticides, et comme si les agricultrices et les agriculteurs aujourd'hui n'étaient pas parmi les premiers et les premières victimes de l'utilisation des pesticides qui mettent en danger notre santé, qui mettent en danger notre biodiversité, qui nous mettent en danger nos familles, dans ce que l'on mange. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, de réintroduire un pesticide, un néonicotinoïde, dont les chercheurs et les experts nous disent aujourd'hui que c'est l'équivalent du chlordécone dans l'Hexagone. Le chlordécone, ce pesticide qui a détruit les Antilles, qui a détruit la santé de nos sœurs et de nos frères en Guadeloupe, en Martinique, le chlordécone qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les terres, dans ces départements, le chlordécone qu'on retrouve dans le sang des habitantes et des habitants, parce que pendant des années et des années, des grands cultivateurs, des grands producteurs ont considéré que l'environnement ou la santé des habitantes et des habitants devait passer au second plan derrière leurs propres intérêts économiques. Et aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui, alors que nous protestons contre la réintroduction de ces pesticides, qu'alors que nous protestons contre des dispositifs qui consistent, par exemple, à faciliter l'installation de ce qu'on appelle des méga-bassines, c'est-à-dire des grands projets de stockage de l'eau pour privatiser l'usage de l'eau au bénéfice d'une petite poignée de producteurs et au détriment du plus grand nombre, alors que nous protestons contre ces régressions environnementales et que nous voulons le faire dans le débat parlementaire comme le permet la démocratie. C'est pour ça qu'il y a une opposition, c'est pour qu'on puisse s'opposer quand il y a des projets qui ne nous conviennent pas, parce que nous considérons qu'ils sont dangereux pour le peuple français, qui sont dangereux pour l'environnement. Alors vous avez un gouvernement qui veut nous empêcher de mettre en place ce travail d'opposition et qui utilise des techniques parlementaires qui ressemblent, ça a été dit, à des formes de 49.3, nous empêchant de débattre, renvoyant ce débat
à une discussion entre des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire une petite dizaine d'élus qui, dans leur coin, vont pouvoir faire leur petite tambouille en dehors des yeux du plus grand nombre et venir nous voir devant l'Assemblée nationale et nous dire maintenant c'est à prendre ou à laisser. Et nous avons prévenu cet après-midi, quand nous avons vu que cette manœuvre allait être mise sur la table. Et nous avons dit, nous vous prévenons, si vous faites cela, si vous empêchez les députés de faire leur travail d'opposition pour protéger la santé des Françaises et des Français, pour protéger l'environnement et la biodiversité qui sont menacés encore aujourd'hui plus que jamais, alors nous déposerons une motion de censure pour vous faire tomber. Et donc je vous le dis, parce que ça a été dit en introduction tout à l'heure, ah, les insoumis, ils ont sans doute des défauts. Mais par contre, les insoumis, ils ont des principes clairs. Et les insoumis, quand ils disent quelque chose, et quand ils disent, si le gouvernement, vous voulez nous empêcher de débattre de ce sujet et de nous opposer à la réintroduction de ces pesticides, alors nous déposerons une motion de censure. Une fois que le gouvernement va au bout et nous empêche concrètement de débattre sur ce sujet, alors nous déposons des motions de censure. Alors dans les prochaines heures, nous annoncerons à l'Assemblée nationale le dépôt d'une nouvelle motion de censure pour faire tomber le gouvernement, pour le censurer. Et nous nous adressons à tous les groupes de l'Assemblée nationale, à tous ceux qui, par exemple, ont refusé de joindre leur voix aujourd'hui à cette manœuvre honteuse. Nous leur disons, il ne suffit pas de parler quand on veut s'opposer au gouvernement. Il ne suffit pas de dire qu'on n'est pas d'accord. Il ne suffit pas de dire que nous sommes dans l'opposition. L'opposition, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Et quand on est dans l'opposition, quand on a l'opportunité et la possibilité de renverser le gouvernement, alors on vote la motion de censure. Donc tout le monde doit voter cette motion de censure s'il est vraiment dans l'opposition à ce gouvernement. Ah, je ne vais pas vous raconter des histoires. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Vous savez comme moi, puisque ce n'est pas la première des motions de censure que nous allons déposer, vous savez comme moi que sans doute certains encore se défileront devant leurs responsabilités, que sans doute certains encore ne voteront pas cette motion de censure. Mais au moins, nous aurons mené la bataille sur ce sujet jusqu'au bout et nous aurons l'opportunité, pendant ce débat parlementaire sur la censure, de montrer qu'aujourd'hui, dans le débat politique en France, il y a ceux qui défendent réellement la santé des Françaises et des Français. Il y a ceux qui défendent réellement notre biodiversité. Et il y a ceux qui font semblant sur les plateaux de télévision ou au moment des élections, mais qui, quand ils sont sous la pression des lobbies, et notamment des lobbies de l'agro-industrie et de la FNSEA qui plient, qui cèdent. Et nous, les insoumis, nous ne plions pas, nous ne cédons pas, nous tenons bon, y compris face aux lobbies, y compris parce que ça a été le cas ce week-end, face à ceux qui viennent nous menacer devant nos permanences en nous disant « Vous n'avez pas le droit de vous opposer à cette proposition de loi parce que nous, les grands géants, les syndicats de la FNSEA, ces agriculteurs qui prétendent parler au nom de l'ensemble des agricultrices et des agriculteurs, mais qui privatisent leurs paroles parce qu'ils défendent au contraire un modèle agricole au service de l'intérêt d'une toute petite minorité et au détriment du plus grand nombre. Quand ces syndicats viennent nous menacer devant nos permanences, viennent nous insulter, viennent faire des tags pour essayer d'expliquer qu'en quelque sorte, nous ne serions pas fidèles à nos engagements en nous opposant à ce type de proposition de loi, nous leur disons, nous n'avons pas peur. Nous mènerons la bataille jusqu'au bout sur ce sujet. Cette motion de censure, elle permettra d'avoir, puisque vous n'avez pas voulu du débat à l'Assemblée nationale, eh bien vous aurez pendant toute une après-midi sur cette motion de censure, vous aurez le débat, parce que cette motion de censure, elle sera sur la question des pesticides. Et on fera la démonstration que les gens qui vous gouvernent aujourd'hui sont des irresponsables. Et si je voulais commencer par cet exemple, c'est parce que cet exemple, il en dit tellement long sur à quel point aujourd'hui le macronisme, dans sa fusion avec la droite réactionnaire, dans sa fusion avec l'extrême droite, le macronisme est devenu plus que jamais un obscurantisme, que le macronisme est devenu plus que jamais un trumpisme. Parce que les recettes qui sont à l'œuvre aujourd'hui en France et dont ont parlé mes collègues avant moi sont les mêmes recettes qu'on observe
partout dans le monde, quand la droite se radicalise, quand elle devient une droite obscurantiste qui n'écoute plus l'avis de la science, des scientifiques, une droite autoritaire qui ne fait plus aucune confiance à la démocratie. Et on l'a vu, y compris aux dernières élections législatives, vous le savez, puisque nous, le nouveau Front populaire, nous avions gagné les élections législatives et que c'est Emmanuel Macron et ses amis qui a confié le pouvoir à un Premier ministre à l'époque issu d'une formation politique qui avait fait à peine 5% des voix aux élections législatives. Partout dans le monde, sous l'impulsion des Trump, des Milei en Argentine, le libéralisme économique se réorganise autour d'une option de plus en plus autoritaire, anti-écologique, écocide, raciste, qui met en danger et qui refuse, y compris à l'échelle internationale, le principe d'un droit international, d'une justice internationale, et qui au contraire veut faire régner à chaque échelon local, national, international, la loi du plus fort, le règne du plus fort, le poids des armes, là où au contraire, nous défendons le principe d'un droit international, le principe de droits humains que l'on doit faire respecter partout dans le monde, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, le principe de l'égalité entre les êtres humains auxquels nous sommes, et vous le savez, attachés et sur lequel nous faisons et nous nous battons au quotidien. Et cet obscurantisme-là, c'est l'obscurantisme d'un président de la République qui a été élu en disant qu'il ferait de l'écologie une cause importante de ses quinquennats et qui devient aujourd'hui un président de la République qui court derrière les intérêts les plus réactionnaires, qui réintroduit des pesticides, qui renonce à nos objectifs de lutte contre le changement climatique. Cet obscurantisme d'un président de la République qui nomme, son nom a été beaucoup prononcé ce soir comme ministre de l'Intérieur et ministre des cultes, un homme qui peut venir dans une réunion publique aux côtés des alliés et des complices des génocidaires, dire et terminer son propos en disant « à bas le voile », alors qu'il est ministre des cultes, alors qu'il est le ministre qui doit assurer et garantir le fait qu'en France, quelle que soit sa religion, on doit pouvoir la pratiquer dans le respect de la loi, comme le font l'ensemble des Françaises et des Français, qu'on doit pouvoir le pratiquer, qu'on doit pouvoir s'habiller comme on veut, qu'on doit pouvoir refuser les injonctions quelles qu'elles soient. Oh, comment j'ai été choqué la semaine dernière, comme vous, j'imagine, après la publication de ce rapport dont Aurélien a parlé tout à l'heure, de voir que sur CNews, cet égout raciste et réactionnaire, cette chaîne qui, si nous vivions réellement en République, et si réellement il y avait des instances de contrôle, cette chaîne qui aurait dû être fermée depuis bien longtemps, parce qu'en France, sur les médias, on ne peut pas tenir des propos racistes et réactionnaires. Peut-être vous avez vu sur cette chaîne qu'on s'en est pris à une influenceuse. Vous l'avez vu, Léna Situation, parce qu'on disait « Ah, ta robe est trop longue ». Et puis il y a un an, on s'attaquait à cette même influenceuse et on lui disait « Ta robe est trop courte ». Et on disait « Ah, regardez, elle a une robe trop longue, c'est l'influence des frères musulmans ». Alors si vous voulez rire, on s'est rendu compte que sa robe, elle avait été faite par des créatrices de mode. Elle s'appelle les Sœurs Olsen. Alors vous avez vu, c'était pas une affaire des frères musulmans, c'était une affaire des Sœurs Olsen. Dites-leur, moquez-vous d'eux, c'est tellement ridicule, c'est tellement pathétique. Et donc face à ces offensives racistes, réactionnaires, nous avons juste une chose simple à dire. Foutez la paix aux femmes, laissez-leur s'habiller comme elles veulent. Foutez la paix aux musulmans, laissez-leur pratiquer leur religion comme ils veulent. Foutez la paix aux jeunes, laissez-les se mobiliser contre le génocide à Gaza sans les réprimer. Parce que les réactionnaires qui nous gouvernent, et je crois que c'est important que tout le monde le comprenne, s'ils surfent aujourd'hui sur cet agenda raciste, sur cet agenda réactionnaire, si ce mouvement-là, c'est un mouvement international, qu'on l'observe partout dans le monde,
que depuis les années 80, le néolibéralisme qui était à l'œuvre partout dans le monde est aujourd'hui dans une impasse parce que tout le monde se rend compte qu'il n'est pas capable de garantir le bien-être, la vie digne pour chacune et pour chacun. Que ce néolibéralisme, il se retrouve confronté à une mobilisation des peuples qui refusent ce modèle injuste. Alors, les puissants qui nous dirigent, les puissants qui nous gouvernent, ils n'ont plus comme solution pour maintenir leur domination que de chercher à introduire dans la société les ferments de la division, de la fracturation. Oui, le racisme est parfois une diversion dans l'actualité médiatique, mais le racisme est surtout une entreprise organisée de division du peuple que les puissants cherchent à introduire pour maintenir leur domination. Alors, quand on veut transformer la société, alors quand on veut partager les richesses, alors quand on veut assurer à chacune et à chacun une vie digne, alors quand on prétend être de gauche, lutter pour la justice sociale, pour la justice fiscale, on ne peut pas être de gauche et ne pas être antiraciste. Quand on est de gauche, on est antiraciste. Quand on est de gauche, on refuse la division, on refuse la fracturation. On se bat pour l'égalité. On se bat pour faire en sorte que chacune, chacun, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son origine, puisse avoir les mêmes droits, une égalité d'accès au logement, une égalité d'accès à l'emploi. On se bat contre les discriminations. On refuse qu'une religion en particulier soit en permanence à longueur d'antenne stigmatisée, que des établissements scolaires soient contrôlés 10, 15, 20, 50 ou 100 fois plus que les établissements scolaires qui sont affiliés à une autre religion, comme ça a été le cas, par exemple, pour le lycée Averroès à Lille, qui a été contrôlé, recontrôlé, recontrôlé, alors que dans le même temps, et la commission d'enquête sur l'affaire Betaram l'a démontré, vous avez des établissements confessionnels dans lesquels il y avait des violences sexistes et des violences sexuelles, des établissements comme le lycée Stanislas dans lequel se tenaient des propos homophobes et qui ont toujours aujourd'hui leurs agréments pour continuer à pouvoir accueillir des élèves. Non, pas de deux poids, deux mesures quand on est attaché à la République et à la démocratie. Le macronisme est un obscurantisme. Le macronisme est un trumpisme anti-écologique, islamophobe, attaquant l'État, attaquant les services publics, attaquant la protection sociale. Et les dernières annonces du gouvernement sur ce sujet doivent pour chacune et chacun d'entre nous être un signal et une alerte de mobilisation. Dans le budget qui vient, d'ici la fin de l'année, le gouvernement a l'intention de retirer encore près de 15 milliards d'euros au budget de la sécurité sociale. Et comme souvent, ils vont vous dire « Ah bah oui, mais on n'a plus le choix. Regardez, la sécurité sociale est en déficit, donc il faut bien qu'on fasse des efforts. » De la même manière qu'ils vont vous dire « Mais regardez, on a un déficit important dans le budget de l'État, donc il va falloir qu'on fasse des efforts. » Et vous allez entendre à longueur d'antenne, à la télévision, les gens vous dire « Mais vous ne pouvez pas être d'accord avec le fait qu'on ait un déficit de plus de 5%, mais vous ne pouvez pas être d'accord avec le fait que la sécurité sociale, elle soit en déficit chaque année. » Mais ce qu'ils vous diront jamais, c'est que s'il y a un déficit de 15 ou de 20 milliards d'euros dans le budget de la sécurité sociale aujourd'hui, c'est parce que depuis des années et des années, ces gouvernements, les gouvernements successifs, ont supprimé une partie, ont exonéré les employeurs d'une partie des cotisations sociales qui sont versées par les salariés et qui viennent normalement financer le budget de la sécurité sociale. Et que ces exonérations de cotisations sociales, contrairement aux engagements qui ont été pris par l'État à l'époque, n'ont jamais été compensées. La Cour des comptes, dans un rapport qu'elle a publié il y a quelques semaines, disait que le montant des exonérations sociales non compensées s'élevait à 19 milliards d'euros par an. Le budget de la sécurité sociale a été créé artificiellement par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, de la même manière que le budget de l'État
a été créé par les politiques successives de M. Macron et depuis M. Sarkozy, par la suppression des recettes de l'État, qui ensuite, après avoir distribué des milliards de cadeaux aux plus riches et aux plus grandes entreprises, viennent vous voir, vous le peuple, et vous disent maintenant c'est à vous de passer à la caisse pour régler la facture des cadeaux qu'on a fait aux grands groupes et aux grandes entreprises. Personne ne vous dira jamais que si le montant, le niveau des recettes de l'État en pourcentage du PIB, c'est-à-dire de la richesse produite en France chaque année, était resté aujourd'hui au même niveau que ce qu'il était quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, le déficit en France aujourd'hui serait inférieur à 3% du PIB. Personne ne vous le dira jamais. La réalité, c'est que ce sont leurs choix budgétaires, leurs choix économiques qui ont appauvri l'État, qui ont créé des situations de déficit, et qu'aujourd'hui on vient vous voir et on vous dit c'est à vous de colmater la brèche. Non, ce n'est pas à nous de colmater la brèche parce qu'on l'a déjà colmaté beaucoup. Parce que déjà, on n'arrive pas à vivre de nos salaires qui n'ont pas suffisamment augmenté alors que l'inflation a bondi ces derniers mois. Parce que déjà, nos tarifs d'électricité et de gaz, ils ont augmenté de manière significative ces dernières années. Parce que déjà, nos services publics, ils sont plus dignes d'un grand pays comme la France, parce qu'on a déjà payé beaucoup, parce qu'on a déjà fait beaucoup de sacrifices. Et que maintenant, dans cette situation-là, dans une situation où les 500 plus riches de France ont vu leur fortune doubler depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, c'est pas à nous de passer à la caisse, c'est à eux. C'est à eux d'être mis à contribution. C'est aux 147 milliardaires qui s'en sont mis plein les poches d'être taxés davantage pour contribuer aujourd'hui à redresser le pays de cette situation économique qu'Emmanuel Macron et ses amis nous laissent comme ardoise pour la fin de son quinquennat. C'est aux grandes multinationales qui ont largement profité des cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron, qui ne payent pas leurs impôts en France, qui ont recours à des méthodes d'optimisation fiscale et de fraude fiscale alors qu'ils profitent de nos infrastructures en France, qu'ils emploient des salariés en France qui ont été formés grâce à l'école de la République, payés par le budget de l'État, grâce à nos lycées, grâce à nos universités, des salariés qui, quand ils sont malades, vont à l'hôpital public, payés grâce à notre solidarité et à notre sécurité sociale. Et ces grandes entreprises qui profitent de ce modèle social français et qui ensuite s'exonèrent de l'impôt en mettant leurs sièges sociaux au Luxembourg ou dans les paradis fiscaux, eh ben c'est à eux de passer à la caisse aujourd'hui, c'est pas à nous de passer à la caisse. Bref, vous savez tout ça comme moi, mais je crois que c'est important de comprendre ce tableau d'ensemble auquel on est confronté. On a un projet politique en face de nous qui est un projet politique cohérent, insupportable évidemment, mais cohérent, anti-écologique, antisocial, qui s'attaque à l'État, qui s'appuie sur la division du peuple pour maintenir sa domination, qui détruit et qui déséquilibre tous les ordres internationaux. Comment peut-on accepter aujourd'hui que nous sommes déjà au 17e train de sanctions données par l'Union européenne contre le gouvernement et le régime russe, mais qu'on n'a pas été capable de décider d'un seul train de sanctions contre le gouvernement de Netanyahou face au génocide en cours à Gaza? Comment peut-on accepter que la France, parmi les premiers pays des signataires du traité de Rome, c'est-à-dire le traité qui a introduit dans la Constitution française la reconnaissance de la Cour pénale internationale, comment peut-on accepter qu'en France, M. Netanyahou, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, puisse survoler le territoire national sans être déféré devant la Cour pénale internationale? On ne peut pas l'accepter. Et si dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, nous avons le bonheur d'avoir un gouvernement insoumis au pouvoir, je peux vous dire et je peux prendre l'engagement devant vous que toute personne qui sera sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et qui mettra un pied sur le territoire français ou qui survolera l'espace aérien du territoire français sera traduit immédiatement devant la Cour pénale internationale. Parce que quand on est en France, on n'accepte pas d'avoir des criminels de guerre qui viennent salir le sol français. Les criminels de guerre en France, ils vont devant les tribunaux internationaux. Ils sont jugés et ils sont rendus coupables et ils sont rendus responsables et ils payent pour les actes qu'ils ont commis. Et la France doit dire aujourd'hui qu'elle n'acceptera
jamais que qui que ce soit remette en cause les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et quand on se retrouve, nous les insoumis, sur des plateaux de télévision ou en face de dirigeants, comme ça a été mon cas il y a quelques semaines dans un débat face à Laurent Wauquiez, alors candidat au Congrès des Républicains, et qu'on se retrouve face à des gens qui prétendent être membres d'un parti qui s'appelle les Républicains, qui prétendent être membres d'un parti soi-disant héritier de Jacques Chirac, qui était président de la République française au moment où la France a ratifié le statut de Rome et donc le principe de la Cour pénale internationale dans la Constitution française. Et que ces gens-là viennent nous donner des leçons à nous, viennent nous donner des leçons de respect des droits humains à nous. Je me dis, mais on marche sur la tête. Ce sont ces gens-là qui se sont éloignés de ce qu'était la tradition de la position de la France sur la scène internationale, une position qui était une position d'équilibre, une position de recherche de la paix, une position où la France, elle devait toujours être là pour dire non à chaque fois que les droits humains étaient attaqués, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion. Parce que oui, la vie d'un enfant palestinien, elle a autant de valeur que la vie d'un enfant de quelque autre nationalité que ce soit. Et quand on est français, on ne ferme pas les yeux quand des dizaines de milliers de bébés sont menacés de mort à Gaza, quand 2 millions de personnes sont menacées de disparition dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Nos positions sur ce sujet, vous les connaissez. Aurélien les a rappelées tout à l'heure. Nos revendications sur ce sujet, vous les connaissez. Aurélien en a parlé tout à l'heure. Et comme vous, j'imagine, j'entends ces derniers jours, ces dernières semaines, des mots qui changent. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, pour la première fois, un député du MoDem a pris la parole aux questions au gouvernement pour interroger le Premier ministre sur ce qu'il comptait faire face au massacre à Gaza. Depuis 1 an et demi, nous les Insoumis, nous étions bien seuls à le faire. Et nous avons subi pour ça, pas juste nous, à travers nous, les militantes et les militants, les citoyennes et les citoyens engagés pour la paix en Palestine, qui ont subi les menaces, qui ont subi les insultes, qui ont subi les calomnies, qui ont subi ces accusations honteuses en antisémitisme. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, quand on est insoumis, on sait bien que si on veut transformer la société, alors on a besoin de l'union populaire, de l'unité du peuple, et que par nature, par définition, quand on est insoumis, quand on adhère à son programme, on refuse le racisme, on refuse l'islamophobie, on refuse l'antisémitisme, on refuse toutes les formes de discrimination. Alors on a subi comme vous ces menaces et ces attaques qui nous attaquaient dans notre chair, dans les principes qui sont les nôtres. On les a subis et on continuera de les subir, vous le savez comme moi. Mais on entend les mots qui bougent, on entend des gens qui pour l'instant ne disaient rien, qui commencent à prendre la parole. Et on a même entendu le président de la République, lors de son intervention, sa dernière intervention télévisée, nous dire « Ah, c'est pas bien ce que fait M. Netanyahou à Gaza ». Bon, il n'en était pas encore à dire le mot qui correspond à la réalité de ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire un génocide. Mais au moins, ça commence à bouger. Et on a vu la semaine dernière des choses assez inédites. On a vu pour la première fois dans l'enceinte du Parlement européen la présidente de la Slovénie dire au Parlement européen ce qu'il se passe à Gaza est un génocide. C'était la première fois qu'un chef d'État européen disait ça dans l'enceinte du Parlement européen. Pour la première fois la semaine dernière, le gouvernement suédois a dit qu'il faut des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou. Pour la première fois la semaine dernière, une majorité des États européens ont dit qu'il faut réviser l'accord d'association qui existe aujourd'hui, l'accord de coopération économique qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et Israël. Il était temps. Il y a un article de cet accord de coopération, il y a une clause dans cet accord qui est une clause de respect des droits humains. Mais depuis des mois et des mois, on dit, mais qui peut dire aujourd'hui que les droits humains sont respectés à Gaza? Personne. Et donc, oui, il faut réviser cet accord de coopération économique. Pour la première fois, depuis des mois et des mois, le président de la République a envisagé l'hypothèse d'une reconnaissance de l'État de Palestine. Mais il est temps de dire à Emmanuel Macron et à tous ceux qui, maintenant,
utilisent ces mots qu'ils refusaient d'utiliser jusqu'alors. Il est temps de leur dire une chose simple, c'est que des mots n'arrêtent pas un génocide. Par contre, des actes permettent d'arrêter un génocide. Donc assez de promesses pour demain, assez de peut-être on va voir, assez de oui peut-être on va regarder s'il faut réviser cet accord de coopération au niveau européen. La France doit appuyer l'initiative du gouvernement suédois de sanctions contre le gouvernement de Netanyahou et il n'y a pas besoin d'attendre pendant 3 mois pour le faire, on peut le faire tout de suite et maintenant. La France doit décréter un embargo sur les livraisons d'armes parce que non, quand on est en France, on ne continue pas à livrer des pièces qui sont utilisées dans les pistolets mitrailleurs qui permettent de massacrer des gens à Gaza. Embargo sur les livraisons d'armes. Tout de suite, maintenant, la France doit reconnaître l'État de Palestine et pas mettre des arguments, des explications, des conditions pour reporter demain ou après-demain. J'ai entendu sur un plateau de télévision quelqu'un me dire « Mais non, mais on ne va pas le faire tout seul ». Une majorité des États dans le monde reconnaissent déjà aujourd'hui l'État de Palestine. L'Espagne l'a fait il y a quelques semaines. Si on le fait maintenant, on ne va pas le faire tout seul. On va rejoindre la position qui est celle aujourd'hui d'une majorité des États dans le monde. Et c'est la France aujourd'hui qui est isolée en refusant de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Et c'est la France qui rejoindra la position qui est la position la plus largement soutenue aujourd'hui à l'échelle internationale si elle décide de procéder immédiatement à cette reconnaissance. Je vous dis ça pas pour vous dire que ces mots qui changent effacent les douleurs, les souffrances, l'ampleur des massacres. Je ne vous dis pas ça pour ça. Je vous dis ça parce que je sais, pour en croiser pas mal de gens parmi vous dans les manifestations qu'on organise régulièrement, je sais comme quoi il peut y avoir parfois un sentiment de désespoir. Il peut y avoir parfois le sentiment qu'on se mobilise semaine après semaine, qu'on est dans la rue, mais on se dit, ça ne bouge pas. Et je comprends pourquoi on pense ça, parce que ça met trop de temps à bouger. Mais on est à un moment décisif, un moment où les choses sont en train de se retourner, un moment où on peut les faire plier, où on peut les faire reculer. Et c'est le moment ou jamais d'amplifier la mobilisation, parce que s'ils bougent aujourd'hui, c'est parce qu'ils voient bien que le peuple n'accepte pas que le génocide à Gaza soit commis en son nom. Et si on continue à bouger, on va les forcer à agir. Donc il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à manifester, il faut continuer à en parler autour de vous. Voilà. Vous le savez, vous vous êtes déjà beaucoup mobilisés, mais continuez à vous mobiliser sur ce sujet. Voilà ce qu'on a en face de nous. On a en face de nous un projet politique qui a sa cohérence. Et en face, notre travail à nous, c'est d'organiser la résistance et d'organiser l'alternative. Et cette résistance et cette alternative, elle ne peut s'organiser qu'autour d'une force politique, autour d'un projet politique, comme ça a été dit en introduction tout à l'heure, c'était très juste, qui n'a pas peur de son ombre, qui bégaye pas, qui tient bon sur ses positions, qui ne cède pas aux injonctions médiatiques, qui ne plie pas sous le poids des insultes et des calomnies. J'ai parlé des insultes et des accusations honteuses qu'a connues la France insoumise depuis des mois et des mois. Je ne parlerai pas des dernières. De toute façon, on est abonnés dorénavant. Chaque semaine, il y a le bingo des accusations contre les insoumis. Il y a une case à cocher. Et puis bon, depuis la dernière publication, là, où ils ont fait toute une campagne, moi j'aurais préféré qu'il y ait autant de publicité. Si on veut faire une publicité pour un livre, j'aurais préféré qu'il y ait autant de publicité pour un livre d'Annie Ernaux. Franchement, ça aurait été plus intéressant. Mais, à la limite, depuis qu'ils ont fait ça, j'ai observé qu'on a gagné 3 ou 4 points dans les sondages. Alors, comme j'ai dit en rigolant, j'aurais dit, vivement la meute 2, la meute 3, et peut-être la semaine prochaine, ils nous annonceront au 2e tour. Et puis, dans 2 semaines, peut-être qu'ils nous annonceront victorieux dans la prochaine élection présidentielle. Il faut se battre, il faut tenir bon, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas plier. Il faut prendre une décision à chaque fois en se posant la question de savoir, pas si elle va plaire
à ceux qui sont sur les plateaux de télévision et qui passent leur temps à nous donner des leçons, pas si elle va plaire à nos opposants politiques. La seule question qui doit nous guider, et à chaque étape où on est, je suis sûr que c'est la même chose pour toi, au conseil municipal de Cergy. Si tu écoutes les injonctions du qu'en dira-t-on médiatique, il y a des positions que tu ne prends pas. La seule question qui doit être posée, c'est d'abord, est-ce qu'en tenant cette position, je suis fidèle aux engagements que j'ai pris devant les électrices et les électeurs? Et la deuxième question qui doit être posée, c'est est-ce que la position que je prends à cet instant, c'est une position qui est juste ou pas? Est-ce qu'elle correspond à l'idée que je me fais du pays dans lequel j'ai envie de vivre, à l'idée que je me fais de l'égalité entre les êtres humains? Est-ce que ça correspond aux principes qui sont les nôtres, aux principes qu'on a défendus devant les électrices et les électeurs, au mandat que nous ont confié les électrices ou les électeurs? Je vous le dis ça parce que c'est régulier, y compris dans notre groupe à l'Assemblée nationale. On est parfois à ce débat, et c'est légitime, où on nous dit, mais sur telle position, je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, Aurore Berger, vous la connaissez, elle est à peu près dans tous les mauvais coups, dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale, et le titre de la proposition de loi, c'est « Pour lutter contre l'antisémitisme à l'université ». Alors sur le principe, évidemment qu'on a envie de lutter contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre le racisme à l'université. Et puis on se rend compte à la fin que dans cette proposition de loi, finalement, c'est une manière, par exemple, de mettre en place un conseil disciplinaire en dehors de l'université pour sanctionner, je vais vite, des étudiants qui sont mobilisés pour la paix à Gaza dans les universités. Et puis, c'est une proposition qui vise à entériner dans le droit français une nouvelle définition de l'antisémitisme qui amalgame la critique légitime de la politique du gouvernement d'Israël avec de l'antisémitisme. Et forcément, on a ce débat à ce moment-là à l'Assemblée nationale. On dit, mais comment on va faire? Parce qu'on va voter contre une proposition de loi pour lutter contre l'antisémitisme à l'université. Et tout le monde va nous dire, ah ben dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes pour l'antisémitisme à l'université. Leurs pièges, ils sont grossiers, mais c'est toujours les mêmes. Et à ce moment-là, vous avez intérêt d'avoir des représentantes et des représentants qui ont la tête froide, qui ont la tête dure, qui ne se laissent pas intimider, qui ne se laissent pas impressionner, et qui prennent la position en fonction de savoir si elle est juste ou pas. Et oui, on a été les seuls à voter contre cette proposition de loi. Pas parce qu'on ne veut pas lutter contre l'antisémitisme à l'université. Évidemment qu'on veut lutter contre l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie à l'université. Mais parce qu'on refuse que cette lutte elle soit dévoyée pour venir réprimer les manifestantes et les manifestants, les jeunes qui sont engagés pour la paix. Et si je prends cet exemple, c'est parce que quelques jours plus tard, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne citerai pas son nom pour être agréable, un député écologiste disant « Ah, en fait, je me suis trompé. J'ai voté pour cette proposition de loi et finalement, j'aurais dû voter contre. » Et il arrive souvent à l'Assemblée nationale, vous verrez, qu'au début, vous êtes caricaturés, vous êtes attaqués, les insoumis sont ciblés, et puis, petit à petit, la fumée, elle se dissipe, et après, on voit la réalité des prises de position des uns et des autres. Et bien souvent, la position qu'on a eue à cet instant, c'était la position juste, et c'est la position autour de laquelle, après, se regroupent des dizaines de millions de gens, des dizaines de millions, peut-être beaucoup pour l'instant, mais ça va venir pour les prochaines élections, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, des millions de gens. Parce que tenir bon face à l'offensive réactionnaire et à l'offensive fasciste, tenir le drapeau, marquer un point, une digue qui ne cède pas, qui ne se laisse pas intimider, c'est après permettre qu'autour de ce point, autour de ce drapeau, autour de cette digue se rassemblent toutes celles et ceux qui veulent résister. Et ça, c'est notre maxime à nous. Tenir bon, se tenir droit, regarder nos adversaires les yeux dans les yeux, ne pas avoir peur. Tenir bon pour porter la parole du peuple qui nous a fait confiance pour le représenter à l'Assemblée nationale. Et c'est cette logique-là, vous verrez, qui sera aussi à l'œuvre dans les prochaines échéances électorales. Ah, au début, les insoumis vont être caricaturés, comme d'habitude. Vous avez parlé des élections municipales à Cergy. Préparez-vous, vous allez avoir droit à tout. Sans doute, ils vont trouver sur votre liste quelqu'un dont le cousin a peut-être un frère qui a dit à son voisin que sa sœur, un jour, est rentrée à la piscine sans payer. Peut-être que ça arrivera. Et alors, on va dire que votre liste, obligatoirement,
c'est une liste communautariste. Puisqu'il y a quelqu'un dont le frère, le cousin, ils n'avaient pas payé à la piscine, c'est qu'ils sont communautaristes. Puis après, on va vous dire que vous êtes, et comme nous, on va venir, ou moi je vais venir vous soutenir, on va dire que je fais du clientélisme. Parce qu'évidemment, les habitantes et les habitants de Cergy, vous le savez comme moi, ils n'ont pas de cerveau. Donc en fait, ils ne réfléchissent pas en fonction de ce qu'ils pensent juste ou pas. Et c'est une clientèle à qui on vient vendre des idées, en espérant avoir quelque chose en échange. Donc vous allez y avoir le droit aux élections municipales. Faites ce qui vous paraît juste, défendez vos principes en fonction de ce qui est juste, portez la parole des habitantes et des habitants, travaillez le programme avec eux, portez leur voix. Et je vais vous dire, s'ils disent ça, s'ils lancent ces accusations en communautarisme ou en clientélisme, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne supportent pas. Pendant des années et des années... Ouais, ils le font. Mais d'ailleurs, c'est eux qui font du clientélisme, depuis des années et des années. Mais il y a quelque chose qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas quelque chose. C'est que pendant des années et des années, ils ont pu gouverner parce qu'il y avait une partie de la population, en particulier la population des quartiers populaires, parce qu'elle avait été déçue, à juste titre, par les trahisons de la classe politique qui restait à la maison, qui n'allait plus voter parce qu'elle n'y croyait plus. Et là, depuis les dernières élections, ça a été le cas aux élections européennes, ça a été le cas aux élections législatives, il y a de plus en plus de gens qui décident finalement de vérifier s'ils sont bien inscrits sur les listes électorales, d'aller voter à l'élection. Et ça, ils ne le supportent pas, parce que ça les met en danger, parce que ça leur fait peur. J'ai entendu dimanche, pardon, je ne cite pas des gens très agréables, mais j'ai vu un débat à la télévision, débat très équilibré entre Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement proche de Darmanin, et Robert Ménard. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un débat, quoi. Et j'entendais Robert Ménard dire « Oui, de toute façon, la France insoumise, leur stratégie, c'est le clientélisme électoral. Heureusement, dans les quartiers populaires, ils ne votent pas suffisamment. » Alors, si vous voulez, pardon du terme, mais si vous voulez mettre le seum, comme on dit, à Robert Ménard, eh bien, franchement, allez voter nombreux. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de plus qui va voter, Robert Ménard, il n'est pas bien. Et franchement, mettre Robert Ménard pas bien, c'est un bon objectif dans la vie. Allez-y. Ils ont peur de la mobilisation du peuple. Leur crainte, c'est que comme ça a été le cas à des moments dans l'histoire, et notamment au cours du XXe siècle, il y a eu des moments au cours du XXe siècle où les plus pauvres ont voté davantage que les plus riches. Et puis, ces dernières années, parce que les catégories populaires, elles ont été trahies par la politique, alors il y a 10, 20, 30 points d'écart de participation entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Et ça, c'est l'assurance vie du système. Quand il n'y a que les plus riches qui votent, et si les plus pauvres ils votent 20 ou 30 points de moins que les plus riches, alors les plus riches, ils ont trouvé la manière idéale pour pouvoir continuer à avoir une politique qui est en leur faveur. Et donc, si vous voulez changer ça, si à la prochaine élection municipale, vous ramenez le taux de participation des catégories populaires au même niveau que le taux de participation de l'ensemble de la société, si aux prochaines élections présidentielles, on ramène le taux de participation des catégories populaires au même niveau que le taux de participation des plus riches, alors on va gagner. Et alors on va changer la société. Parce qu'on a besoin de changer la société. Et on peut y arriver. On l'a déjà montré. On l'a déjà montré. On a déjà montré que si on arrive à aller chercher cette mobilisation-là, alors il n'y a rien qui peut nous résister. Et donc, ils vont utiliser les mêmes méthodes que d'habitude pour nous empêcher de le faire. Le racisme, la division, j'en ai parlé. Le poids médiatique, la diabolisation des insoumis. Ils vont nous dire, vous allez voir, là, je vous ai raconté ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, si vous allumez la télé en rentrant ce soir ou demain matin, on va vous dire, oui, vous avez voulu bloquer le débat, vous avez voulu empêcher le débat, vous avez déposé trop d'amendements. Les mêmes, il y a 3 mois, à l'Assemblée nationale, quand on a voulu abroger la réforme des retraites, en une journée, ils ont déposé 1000 amendements pour nous empêcher de le faire. Mais à l'époque, personne n'a pleuré. Personne n'a dit que les macronistes voulaient bloquer le débat. Là, on parlait de 3000 amendements sur cette loi, sur les pesticides. Depuis 15 jours, à l'Assemblée nationale, on a débattu d'une loi sur la fin de vie, il y avait 3000 amendements. On en a débattu, qui étaient déposés par la droite et par l'extrême droite. On en a débattu, on est allé au bout, on a réussi à aller au bout. C'est un sujet important, la question des pesticides. On peut laisser un petit peu de temps à l'Assemblée nationale pour en débattre. Bref, ils vont nous diaboliser. Ils vont nous insulter. Ils vont utiliser les sondages. Parce que vous savez que notre principal adversaire,
malgré tout ça, c'est la résignation. Et que le meilleur outil pour semer de la résignation, c'est les sondages. C'est parfait, les sondages. Non, vous n'y arriverez jamais, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Ah, l'extrême droite a déjà gagné. De toute façon, le deuxième tour, il est écrit par avance, ils vont vous dire. Ça va être Retailleau contre Bardella ou Édouard Philippe contre Bardella. C'est écrit, laissez tomber, ne vous y intéressez pas, ça ne sert à rien. Voilà ce qu'ils vont vous dire à longueur de mois, pendant toute cette campagne-là. Alors si à un moment vous avez un petit doute, rappelez-vous d'une seule chose. Au début de la campagne présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon, il était annoncé à 8% dans les sondages, et Marine Le Pen, elle était annoncée à 30%. Ça, c'était un an avant la campagne présidentielle de 2022. 2 jours avant le vote de la campagne présidentielle de 2022, Marine Le Pen, elle était annoncée à 24, et Mélenchon, il était annoncé à 17. Et le jour de l'élection, Marine Le Pen, elle était à 23, et Mélenchon, il était à 22. Ça, c'est la réalité, pas les sondages, la réalité du vote quand les gens se sont mobilisés. Donc par rapport au début de la campagne, Mélenchon, il a gagné 14 points. Et Marine Le Pen, elle en a perdu 7. Hein? Il y avait 22 points d'écart au début de la campagne présidentielle entre l'extrême droite et nous. Il y avait 1 point d'écart le jour du vote. Et c'est pas grave, on est entre nous. Et si on arrive à faire voter un peu plus, s'il y avait eu davantage de participation, ici à Cergy comme partout, alors on se serait qualifié au second tour et alors on aurait ouvert une autre perspective. Donc je ne sais pas moi quand auront lieu les prochaines élections nationales. Législatives peut-être, s'il y a une dissolution. Présidentielle peut-être. En 2027. Peut-être en septembre. Je ne sais pas. Peut-être que les prochaines élections, ce seront des élections municipales. Mais comme ça a été bien dit tout à l'heure, c'est la même bataille qu'on mène à chaque échelon. Et tout le monde ici peut y contribuer à cette bataille. Vous pouvez y contribuer en vous inscrivant sur les listes électorales, c'est pas très compliqué. Tout à l'heure, tu as alerté sur les radiations. Faites attention. Faites très attention. Aujourd'hui, dans les municipalités, il y a la possibilité de faire des radiations administratives. Il suffit qu'on vous envoie un courrier, vous ne l'avez pas vu, et donc les gens, ils considèrent que vous n'êtes plus habitant à cet endroit, et donc ils peuvent vous supprimer des listes électorales. On mène en ce moment à l'Assemblée nationale, avec mon collègue Antoine Léaumont, une commission d'enquête sur l'organisation des élections en France, et on est en train de faire des démonstrations. Je ne veux pas dévoiler ce qu'il y a dans ce rapport, mais on est en train de faire la démonstration que dans un certain nombre de communes, bizarrement, ces radiations, elles étaient localisées dans les bureaux de vote où la France Insoumise faisait ses meilleurs résultats. Et vous pouvez avoir des gens qui ont déménagé, des gens qui n'ont pas pensé à se mettre à jour de leur inscription sur les listes électorales, des gens qui ont été radiés. Ça coûte pas très cher, c'est pas du tout compliqué, ça coûte même 0 €. Vous allez sur Internet, vous vérifiez que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Vous faites la même chose avec votre famille, avec vos amis, autour de vous. Vérifiez qu'il ne va manquer aucune voix. Je vous rappelle que s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Vous ne pouvez plus après vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au jour du vote. À partir du moment où le président de la République dit dissolution de l'Assemblée nationale, nouvelle élection dans 4 semaines, c'est plus possible de s'inscrire. Alors on a le droit de faire l'erreur une fois, mais on n'a pas le droit de faire l'erreur 2 fois. Donc il faut que tout le monde vérifie qu'il est bien inscrit sur les listes électorales, c'est très important. Tout le monde vérifie qu'autour de nous, on est bien inscrit sur les listes électorales, c'est très important. Parlez-en autour de vous. Les médias, on ne les aura pas avec nous. Et on les aura, plus les choses vont avancer, encore moins avec nous. Mais par contre, nous, on a quelque chose. C'est le média humain, le réseau social humain, les gens qui parlent à des gens, qui parlent à des gens, qui parlent à des gens. Venez nous aider. Je sais que pour beaucoup de gens, la politique, ça pouvait apparaître lointain. On pouvait se dire, c'est pas pour moi. On pouvait se dire, ah, je les vois à la télé, mais c'est pas mon monde. Venez prendre votre place. En particulier ici, à Cergy, habitantes et habitants des quartiers populaires. C'est pas aux autres de prendre la parole à votre place. Vous avez votre place dans la bataille politique. Vous avez votre place à la France Insoumise. Rejoignez-nous, rejoignez les groupes d'action, venez participer à l'action, parce que si on le fait tous ensemble, alors on peut transformer la société. Et puis il y a plein de manières d'agir. Parfois on a le temps d'agir autour de soi, parfois on en parle avec ses collègues, avec sa famille, avec ses amis, et parfois on partage sur les réseaux sociaux. C'est aussi une manière d'agir. Parfois on fait de l'art, c'est aussi une manière d'agir.
Et ensemble, tout ça, puisque j'entends beaucoup de discours en ce moment sur l'union, l'unité, etc. L'unité, c'est celle qu'on fait par le bas, par la base, par les luttes, par les mobilisations. L'unité, elle se construit en allant soutenir la grève des salariés d'ArcelorMittal le 20 juin prochain contre les suppressions d'emplois. L'unité, elle se fait dans la rue contre les pesticides et contre les grands projets inutiles. L'unité, elle se fait dans la solidarité concrète avec les collectes alimentaires et les associations qui aident les gens qui n'ont pas suffisamment de choses à manger. L'unité, elle se fait dans la vigilance citoyenne quand une personne est victime de racisme ou d'islamophobie ou de toute autre forme de discrimination. Il faut être à ses côtés, il faut être en soutien. Et c'est cette unité-là, ce rassemblement-là, l'Union populaire, avec les citoyennes, les citoyens, les syndicalistes, les militants associatifs, les personnalités du monde de l'art et de la culture, les intellectuels, tous ceux qui, dans leurs domaines respectifs, font vivre l'idée de l'insoumission. C'est cette unité-là qu'on peut construire ensemble pour transformer la société. Et si on le fait tous, si on prend tous notre part dans la bataille et dans le combat, à la fin, je vous promets, on va y arriver. Et alors on va pouvoir rebâtir et remettre la France comme elle devrait être. Un phare pour le respect des droits humains, pour la défense de la paix sur la scène internationale. Un pays dans lequel il n'y a pas des enfants qui dorment dehors. Un pays dans lequel, quand on travaille, on a suffisamment pour pouvoir finir les fins de mois. Un pays dans lequel on ne vit pas dans des logements insalubres, dans des logements qui sont des passoires énergétiques parce qu'ils ne sont pas isolés, dans lequel on paye des factures d'électricité qui ont été multipliées par 2 alors qu'on a trop froid l'hiver et trop chaud l'été. Un pays dans lequel on est la première nation, la nation modèle pour lutter face à l'urgence climatique. Parce qu'aujourd'hui, le défi du siècle à l'échelle internationale, ce n'est pas d'aller s'armer pour aller faire la guerre aux voisins, c'est de se réunir, toutes les nations du monde, pour faire face à cette grande question de savoir si dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans, la planète sur laquelle on vit, elle nous permettra toujours d'y vivre. Voilà ce qu'on va pouvoir faire ensemble. On est à un moment qui va être un moment décisif de notre histoire, je pense que vous le sentez comme nous. On est à un moment où on voit les limites qui sont franchies à chaque fois. On se dit, mais non, ça ne pourra pas être pire demain. Et donc, on est à un moment de crise. Et une crise, ça peut produire la catastrophe. Mais c'est aussi un moment d'opportunité pour construire autre chose. C'est un moment d'opportunité pour retrouver le goût du bonheur. Et donc, on peut faire ça ensemble. Je suis sûr que chacun peut participer à cette bataille. Alors peut-être que l'année prochaine, à la même période, peut-être on refera une réunion publique ensemble. Et peut-être que cette réunion publique, si on la refait ensemble, la première personne qui parlera, ça sera une mère insoumise. Ça serait bien, non? Eh bien ça dépend de chacune et de chacun d'entre vous. Merci d'être venus. Merci de votre participation. La bataille continue, on compte sur vous jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Merci à vous.